On va parler un peu de Sofia Chikirou. Calmez-vous. Donc Sofia Chikirou, c'est une députée insoumise. Elle est aujourd'hui candidate tête de liste pour la France insoumise à la mairie de Paris. Elle est depuis longtemps engagée au sein de la France insoumise, initialement comme communicante. C'est historiquement celle qui a assuré les campagnes électorales de Jean-Luc Mélenchon, de la France insoumise. Elle a été à la direction de la campagne électorale de 2017. Elle a assuré la communication de Mélenchon en 2022 également. Entre les deux, c'est ce qu'il lui faut des accusations et même une mise en examen. Elle a été à la tête du Média, chaîne d'information officiellement ancrée à gauche, historiquement liée à la France insoumise. Ça n'est plus le cas aujourd'hui, mais c'était le cas historiquement, notamment à travers Sofia Chikirou qui l'a dirigée pendant plusieurs mois. Spoiler, ça s'est pas très bien passé et ça se finit même en ce moment même au tribunal. À chaque fois, les affaires sont tombées dans des moments où l'actualité était plus brûlante encore et donc on les a pas traitées sur le moment, mais il y a quand même un certain nombre de choses qui se sont accumulées et qui me font dire que c'est peut-être une bonne idée d'en parler maintenant. Il y a ce papier qui a été publié dans Mediapart, la tentation confusionniste de Sofia Chikirou, candidate LFI à Paris, après avoir investi le controversé Bruno Gassio dans le 7e arrondissement. La tête de liste insoumise a récemment accordé une interview à un proche des sphères d'extrême droite et russe, de quoi créer le malaise dans une campagne déjà lestée par ses affaires judiciaires et d'anciens propos polémiques. Un papier écrit par Pauline Graul et David Perrotin, publié le 30 janvier 2026. Si la candidate entend mener la liste la plus à gauche de la campagne parisienne, bon nombre de ses soutiens ont toutefois dû s'étrangler en découvrant que leur candidate, pourtant réputée choisir avec soin les médias auxquels elle s'adresse, avait accordé le 19 janvier une grande interview à la chaîne YouTube Le Monde Moderne, une émission dans laquelle Alexis Poulain, qui grenouille depuis des années dans les eaux troubles du web anti-système, a reçu pêle-mêle des personnalités aussi controversées que Didier Raoult, le chanteur anti-vax et soutien d'Alain Soral Francis Lalanne, l'ex-militant du Front National Laurent Ozon, ou encore le millionnaire financeur de la campagne de Zemmour, Charles Gave. Alors effectivement, Alexis Poulain, c'est une voix qui a émergé initialement comme plutôt une voix plutôt radicale de gauche sur Internet, et qui derrière, comme vous le voyez, et c'est tout à fait vrai, a basculé dans une forme de confusionnisme où il continue de se revendiquer de gauche tout en recevant des invités dont on peut s'interroger sur la pertinence de leur donner de l'écho, pour le dire avec l'euphémisme de l'année. Peu connu du grand public, Alexis Poulain est en réalité l'un des principaux relais des thèses confusionnistes sur Internet, après avoir passé 3 ans sur la chaîne de propagande russe RT France, interdit de diffusion en 2022. Il officie désormais comme chroniqueur sur le média d'extrême droite Radio Courtoisie. Il a également son rond de serviette sur une web radio tout aussi radicale, Tocsin, fin 2024. Il tressait des lauriers à François Asselineau, fondateur poutinophile et complotiste de l'Union populaire républicaine, ou à l'ex numéro 2 du FN, Florian Philippot, qui font un travail essentiel pour remettre le Frexit sur la table. Là, je pense que vous voyez tout de suite que absolument rien ne va. Continuer de travailler avec RT France avant 2022, c'était déjà plus qu'embarrassant, et travailler derrière avec Radio Courtoisie qui a toujours été effectivement une authentique antenne de diffusion classée à l'extrême droite, et ce depuis très longtemps. Également animateur de l'émission Alerte Générale sur TV Liberté, alors TV Liberté qui est un média d'extrême droite aussi, lancé en 2014 par un proche de Bruno Gollnisch, voilà. Il recevait il y a quelques jours encore Tatiana Ventose, ex-secrétaire nationale du parti de gauche, ayant appelé à voter pour Marine Le Pen en 2022 et pour le candidat d'Éric Zemmour au municipal à Neuilly-sur-Seine. Un CV qui devrait être rédhibitoire pour tout politique ambitionnant d'incarner le camp du progressisme et de la lutte contre l'extrême droite, mais qui n'a manifestement pas refroidi Sofia Chikirou. Interrogée par Mediapart sur les raisons qui l'avaient poussée à accepter l'interview, elle n'a pas répondu à nos demandes d'explication. Ça ne va pas. La question de savoir dans quel média tu vas, elle peut être structurée en 2 interrogations au moins. La première, c'est quel est le dispositif. Le dispositif est-il loyal, ou alors le dispositif va-t-il être fait pour que tu ne puisses pas t'exprimer? Si le dispositif est fait pour que tu ne puisses pas t'exprimer, il faut pas y aller. Tu ne vas pas prêcher des non-convaincus, tout ce que tu vas faire, c'est aller te faire casser la gueule dans un dispositif qui sera de toute façon plus fort que toi. Le deuxième élément de réponse, c'est de savoir comment va s'articuler le rapport de force entre toi et le média dans lequel tu vas. Est-ce que c'est toi qui viens profiter, grosso modo, du média dans lequel tu t'exprimes pour toucher un auditoire plus large, ou est-ce que au contraire, tu viens, toi, lui apporter une crédibilité, une respectabilité dont ce média a cruellement besoin? Ça n'épuise pas la question, mais au moins c'est un bon point de départ. Et ce point de départ suffit pour voir la différence entre Alexis Poulain et CNews. Pour les responsables politiques de la France Insoumise, je pense que, et plus généralement pour les responsables politiques tout court, parce que récemment, Emmanuel Grégoire, candidat Parti Socialiste aux élections municipales parisiennes, a publiquement sur Twitter été quémandé auprès de CNews une invitation. Bon, alors là, je sais plus quoi faire. Autant, je trouve que c'est tout à fait audible comme position de la part d'un responsable politique de dire « je n'irai plus ».
je ne mettrai plus un pied dans un média possédé par Vincent Bolloré. Je trouve que l'argument inverse s'entend aussi, consistant à dire, écoutez, aujourd'hui, CNews, c'est la première chaîne d'info de France, c'est des centaines de milliers d'auditeurs qu'on ne touchera probablement jamais autrement. Y aller pour porter sa parole et ne pas abandonner ce terrain à l'extrême droite auprès de centaines de milliers et même de millions d'électeurs et d'électrices, je trouve que c'est justifiable. Pour moi, ça s'entend. Aller chez Alexis Poulain, ça s'entend pas. C'est cette affaire nouvelle qui a amené à reparler de Sofia Chikirou, et vous me direz, s'il y avait que ça, honnêtement, je vous dirais, bon, c'est pas ouf. Malheureusement, il n'y a pas que ça. Le 3 septembre dernier, les reporters de Quotidien sont venus l'interroger sur la question de la Chine et du rapport de la France Insoumise à la Chine, et ça a donné cette séquence qui est quand même de triste mémoire. Est-ce que la Chine est une dictature ? De mon point de vue, et selon les règles, moi je ne considère pas que la Chine est une dictature. La Chine est un système politique à parti, d'ailleurs il y a 8 partis, donc c'est même pas un parti unique, mais un parti dominant qui est le Parti communiste chinois. La critique du régime est impossible ? La critique du Parti communiste chinois est impossible, mais après, vous pouvez critiquer des mesures qui sont prises, des propositions politiques qui sont faites. Et vous pouvez constater par la liberté d'expression en Chine est aussi menacée, à mon avis, que celle qu'on a en France. Vous placez les deux au même niveau ? Je m'en fous, je ne fais pas de hiérarchie. Il y a une hiérarchie quand même. Vous prenez le classement international pour la presse et pour les journalistes, et vous voyez où est classée la France, il n'y a pas de quoi fanfaronner. Ça ne va pas du tout, d'autant que les arguments utilisés ici par Sofia Chikirou relèvent en partie soit d'erreurs grossières, soit d'une volonté de désinformation. Libération ici qui a fait un petit check de tout cela. Déjà, notons que les autres partis dépendent tous du Parti communiste chinois, ce qui rend le pluralisme politique légèrement factice. En juin dernier, la même Chikirou, dans un rapport de la Commission des Affaires européennes de l'Assemblée, louait le système chinois et son incroyable capacité d'innovation. Interrogée par Le Monde, elle refusait déjà de considérer la Chine comme une dictature. Une dictature n'est le régime que d'un seul homme, ce qui n'est pas le cas en Chine. Xi Jinping, président depuis 2013 et ayant fait passer une loi lui permettant d'être réélu indéfiniment, approuve ce message. En 2022, une ONG dévoilait que le pays continuait d'envoyer des opposants en hôpitaux psychiatriques malgré des lois l'interdisant. En mars 2024, l'organisation humanitaire à but non lucratif d'UIUA dénombrait un total de 48 699 prisonniers politiques depuis l'an 2000, dont 7 371 étaient toujours en détention. Dernier argument de Chikirou, la liberté d'expression en Chine est aussi menacée que celle qu'on a en France, et la députée d'estimer que, vu le classement international pour la presse, il n'y a pas de quoi fanfaronner. Selon le dernier classement RSF pour la liberté de la presse, la France est 25e, la Chine est 178e sur 180. Aller jusqu'à dire que ça n'est pas une dictature parce que déjà il y a plusieurs partis, que certes, bon d'accord, oui on peut pas critiquer le parti communiste chinois, mais on peut critiquer certaines mesures. Non, sérieux. Dernier élément, c'est vrai qu'on en a pas parlé non plus, mais quitte à parler de Sofia Chikirou, allons-y gaiement. Le 24 septembre dernier, la députée Sofia Chikirou a été mise en examen dans l'affaire des comptes de campagne de LFI. Cette proche de Jean-Luc Mélenchon, à la fois directrice de la communication et deuxième plus gros prestataire de sa campagne de 2017, est suspectée d'avoir facturé des prestations avec une marge très supérieure à celles qui sont pratiquées par ses concurrents. Donc ça c'est la première. Il y a une deuxième affaire qui concerne, elle, le média. Vol de chèques et ordre de virement indu aux médias, pourquoi Sofia Chikirou sera jugée pour escroquerie. Candidate de la France Insoumise à la mairie de Paris, la députée de Paris, qui dénonce une intention de nuire à sa campagne, doit comparaître le 12 mai devant le tribunal correctionnel de la capitale. Le rapport d'enquête de la brigade financière que Le Monde a pu consulter détaille les faits qui lui sont reprochés. Le parquet de Paris, qui a renvoyé Sofia Chikirou en procès, lui reproche d'avoir, en 2018, tenté à plusieurs reprises de tromper la banque Crédit du Nord au préjudice in fine de la société de production Le Média en vue de la remise de la somme de 67 146 €. Lesdites tentatives manifestées par un commencement d'exécution. Contactée par Le Monde, Sofia Chikirou et ses avocats n'ont pas réagi, mais sur le réseau social X, le 4 janvier, l'élu a accusé le parquet de Paris, qui dépend directement du ministère de la Justice, d'avoir voulu lui coller une accusation infamante du fait de sa candidature au municipal annoncée le 14 novembre 2025. Malgré une débauche de moyens, il n'avait pas jugé utile pendant 6 ans de me faire juger, peu lui importe en réalité de faire justice, il s'agit surtout de nuire à ma campagne, voilà le retour de la fameuse justice politisée. Alors c'est marrant, parce que quand c'est Marine Le Pen ou Nicolas Sarkozy, ce sont des juges rouges politisés à gauche qui veulent nuire aux candidats de droite, et quand c'est Sofia Chikirou, ce sont des juges aux mains du pouvoir qui veulent nuire à la gauche. Auprès du Monde, le parquet de Paris indique que cette procédure a été ouverte au contradictoire en mars 2024, malgré plusieurs relances dont la dernière
dernière en date de novembre 2025, les conseils de Sofia Chikirou n'ont pas déposé d'observation. Nous avons transmis à la Chambre des huissiers la demande de citation le 4 décembre 2025. Le média a retiré sa plainte, mais en l'espèce, c'est le parquet qui a décidé de poursuivre malgré tout parce qu'il estimait qu'une faute avait été commise. On ne peut pas en permanence critiquer Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, CNews, quand ils attaquent la justice et ne pas s'émouvoir que Sofia Chikirou fasse exactement la même chose. Si Sofia Chikirou dit « je suis totalement innocente, le dossier est vide et je le démontrerai lors de l'audience », si elle disait ça, moi j'aurais aucune querelle. Encore une fois, on a le droit de se défendre quand on est accusé, on a le droit de se défendre devant les tribunaux et on a même le droit de se défendre devant l'opinion. Ça n'est pas la même chose que de dire « c'est la justice qui est politisée, on veut me faire tomber parce que je suis candidate et donc les juges sont aux mains du pouvoir et donc l'institution judiciaire n'est pas indépendante, ça c'est pas responsable. Vous avez été attrapé avec des choses embarrassantes, la justice vous demande des comptes, vous vous défendrez, et si vous n'êtes pas capable de vous défendre et que les faits sont établis, vous serez condamné, point, c'est aussi simple que ça. Rachida Dati, c'est la même chose. Rachida Dati, elle n'a pas encore été condamnée, elle a simplement été renvoyée en procès, donc Rachida Dati en l'espèce c'est aussi le parquet, et Rachida Dati aussi dénonce une justice qui fonctionne à rebours et qui est politisée, et là aussi quand elle dit cela on s'en émeut. Le papier de Mediapart va un peu plus loin. Il y a ces deux sorties de Sofia Chikirou qui ont été rapportées à l'époque. Des propos polémiques de la candidate ont en tout cas été récemment exhumés sans que l'intéressé juge utile de s'excuser ni de s'expliquer, parce que le dossier n'est pas terminé. Que l'on pense à sa sortie homophobe dans une boucle interne quand elle était directrice du média, ouvrez les guillemets, cette bande de merde n'ont qu'à se mettre leur communiqué dans le cul profond, fin de citation. Je sais pas quoi vous dire. Ou à cette phrase aux accents antisémites prononcée devant plusieurs témoins au moment de la première campagne de vaccination contre le Covid, ouvrez les guillemets, il y a deux catégories de personnes qui se vaccinent, les riches et les juifs, fin de citation. Il y a un choix aussi qui a interrogé, c'est le choix de Bruno Gassio. Gros dossier Bruno Gassio. Ancien auteur des Guignols de l'info évidemment, l'homme qui a relancé les marioles sur Blast et qui donc est désormais candidat LFI dans le 7e arrondissement de Paris. Mediapart rappelle que Bruno Gassio, il y a quand même d'autres déclarations qui, elles, sont un peu plus embarrassantes. Donc on commence quand, en 2000 déjà, une journaliste du Monde l'a accusé de harcèlement sexuel. En 2009, Dieudonné est déjà condamné pour antisémitisme. Il a plusieurs fois invité le négationniste Robert Forisson à ses spectacles. Il s'est déjà rapproché d'Alain Soral, de Jean-Marie Le Pen et de tout le gratin de l'extrême droite. Un an après pourtant, Bruno Gassio publie un livre avec lui et défend coûte que coûte sa liberté d'expression sur différents plateaux télé. Je connais bien le travail de Dieudonné, écrit-il sur Twitter en 2019. Moi je vois ses spectacles, s'il est antisémite, c'est en dehors de ses spectacles. L'humoriste a pourtant, à plusieurs reprises, été condamné pour des propos tenus sur scène, notamment après avoir lancé sur scène en 2015, ouvrez les guillemets, moi, tu vois, quand j'entends Patrick Cohen parler, je me dis, tu vois, les chambres à gaz, point de suspension, dommage, fermez les guillemets. Sur les réseaux, certains ont aussi relayé une ancienne vidéo montrant Bruno Gassio et Marc-Édouard Nab, auteur régulièrement accusé d'antisémitisme. L'activité de Bruno Gassio sur les réseaux sociaux suscite des interrogations au sein même de la gauche. Qui au sein de la France Insoumise, parmi ses soutiens, chez ses alliés, pour s'interroger sur le fait que Bruno Gassio relaye abondamment ses comptes antisémites et soraliens. Interpelle par exemple un internaute sur X, capture d'écran à l'appui. Depuis plusieurs semaines, le compte classé à gauche No Passaran, qui se présente comme un collectif militant antifasciste, a même compilé quelques-uns de ses posts jugés confusionnistes ou antisémites. À plusieurs reprises, en effet, pour dénoncer Israël, le prétendant à la mairie du 7e arrondissement parle du peuple élu. En juin dernier, il relaye une vidéo de personnes tentant de forcer le passage de la douane à Roissy-Charles de Gaulle. Mais laissez-les passer, bon Dieu, c'est le peuple élu. Dieu présentera les papiers demain promis, écrit-il dans un post toujours en ligne, laissant à penser que la scène est récente et montre des juifs forcer le passage d'une douane. La vidéo en question date en réalité de 2018, montre des passagers excédés, notamment parce que 4 d'entre eux ont fait un malaise et ne concernait pas seulement des juifs. En septembre dernier, il partage la vidéo d'une Israélienne qui dit vouloir enfermer dans des camps les Gazaouis pour les brûler. Alors évidemment, propos génocidaires absolument insupportables. Commentaire de Bruno Gassio, ouvrez les guillemets, oh là là, ce peuple élu, cette humanité, cette douceur affable, cette morale, en un mot, j'aimerais tellement consulter le collège des votants. En mai 2024 encore, le député LFI Aymeric Caron dénonce les atrocités de colons israéliens qui ont investi la maison de Palestiniennes, les ont humiliés avant de les forcer à partir. Là aussi évidemment des violences coloniales absolument insupportables. Ouais, mais c'est le peuple élu, commente alors l'humoriste. Critiquer la politique du gouvernement israélien, politique génocidaire et coloniale, une politique absolument insupportable. Évidemment que oui. Stigmatiser plus généralement l'ensemble des Israéliennes et des Israéliens, c'est déjà quelque chose qui me semble beaucoup plus problématique et avec lequel je serais déjà en désaccord. Mais
parler des décisions du gouvernement de Netanyahou, parler des déclarations de celles et ceux en Israël qui la soutiennent, en s'en moquant avec le mot « c'est le peuple élu », c'est une manière de rendre tous les juifs comptables et toutes les juives comptables de ce que fait Israël en Palestine. Et pour moi, c'est clairement agiter une haine antisémite à l'égard des juifs qui est inadmissible. Je finis avec ce tweet. Donc on voit un Israélien portant kippa et papillote, donc les attributs physiques de la religion juive. Donc ça, c'est pas le problème, hein. Le problème, c'est que on voit sur cette vidéo des Israéliens manifestement harceler des touristes chrétiens. Et donc Bruno Gassio, qui croit malin de tweeter ceci: arrêtez d'embêter les transgenres, c'est pas parce qu'ils ont des couettes qu'on peut se moquer, ce sont des enfants en plus. Alors là, c'est intéressant parce que, me demandez pas d'expliquer la blague, parce que alors pour le coup j'en serais incapable. Le problème, c'est que du coup j'arrive pas à savoir si ce tweet est antisémite, transphobe ou les deux. Both. Transgenre, c'est un adjectif. Oui, tout à fait. C'est pour ça que les transgenres, ça me hérisse les poils. Parler de transgenre parce que tu vois quelqu'un avec des papillotes que t'assimiles à une couette, ça me semble tout à fait insupportable. Se moquer des juifs parce qu'ils ont des papillotes et se moquer d'eux en disant qu'ils auraient des couettes et que du coup ils seraient féminisés, je trouve ça là aussi lamentable. Par contre, je sais que venant de quelqu'un qui encore une fois critique la politique israélienne en critiquant le peuple élu, je sais que tout ça me met incroyablement mal à l'aise. J'en ai fini avec le dossier LFI à Paris. C'est pas une critique générale de la France Insoumise et c'est certainement pas une manière de dire que la France Insoumise elle-même serait antisémite. Vous savez que je me suis toujours opposé contre ces critiques-là. Je ne généralise pas certaines prises de position d'une partie des responsables insoumis à la France Insoumise elle-même, et je pense que sur cette question-là, l'immense majorité des insoumis, pour le coup, sont tout à fait au clair. Je rappelle aussi qu'aucun responsable insoumis n'a été condamné pour antisémitisme, ce qui n'est pas le cas pour plusieurs responsables du Rassemblement national. Il n'empêche, vous le voyez ici, que il y a bien, au sein de la France Insoumise, des déclarations qui ne peuvent que mettre mal à l'aise. Une fois que j'ai dit ça, je considère que la France Insoumise, c'est aussi un mouvement précieux qui porte une critique radicale. J'ai des points de désaccord programmatiques avec la France Insoumise sur l'international, sur le nucléaire, sur plein de questions. Nonobstant les désaccords que j'ai, je considère que la France Insoumise, aujourd'hui, c'est le parti qui a, de très loin, la plateforme programmatique la mieux construite. Quand on compare ça avec les abysses insondables que sont les propositions des socialistes de place publique et même des écologistes sur la politique nationale, je trouve qu'il y a pas photo. Donc évidemment, moi dans ma bouche, c'est pas une critique générale de la France Insoumise, dont je partage le fait qu'elle fait par ailleurs l'objet d'une détestation tout à fait construite et même manipulée par certains grands acteurs de grands médias nationaux, instrumentalisée par une partie des responsables politiques, dont j'ai aucune querelle avec tout ça. Par contre, à Paris, une partie des responsables insoumis, Bruno Gassio, Sophia Chikirou, me semble-t-il, serait de nature pour moi à déshonorer même tout simplement le mouvement. J'ai simplement envie de conclure en rappelant ce que disait Jean-Luc Mélenchon à juste titre en 2022. Faites mieux. Merci.